Alors que la France connaît des manifestations chaque samedi depuis 25 semaines, le 1er mai millésime 2019 pourrait s'avérer extrêmement violent, notamment à Paris, où les Black Blocs prévoient de mettre le feu. Pour la première fois depuis 5 ans, le chef du groupe État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, est apparu dans une vidéo de propagande, un coup de communication alors que l'organisation terroriste a perdu son territoire. Après les Autolib et les Vélib, les grandes villes de France sont désormais envahies de nouveaux moyens de transport électriques, les trottinettes. D'apparence enfantine, ces engins en libre service ne sont pas sans risque. Madame, Monsieur, bonsoir. Un 1er mai sous haute tension alors que la France connaît des manifestations hebdomadaires depuis 25 semaines. Le 1er mai 2019 pourrait être marqué par des épisodes de violence majeure avec comme acteur principal l'extrême gauche et ses fameux Black Blocs. Olivier Frère-Jacques. Le 1er mai, sa fête du travail, son muguet et ses cocktails Molotov. Après 5 mois de manifestations des Gilets jaunes, c'est au tour des syndicats et de l'extrême gauche de prendre la rue pour la traditionnelle fête du travail. Et pour l'édition 2019, tous les voyants sont au rouge pour l'exécutif. Après les timides annonces présidentielles pour répondre aux 24 semaines de manifestations, la mobilisation du 1er mai pourrait bien offrir un spectacle de chaos urbain dans la capitale. Une manifestation qui sera suivie de près par l'exécutif. Une véritable épreuve du feu pour Christophe Castaner, alors que les autorités publiques se sont illustrées depuis plusieurs semaines par une répression démesurée contre les manifestants lambda et un certain laisser-faire contre les éléments d'extrême gauche. C'est aussi une première pour le nouveau préfet de police, Michel Delpuech. En cas de fiasco, on imagine mal le ministre de l'Intérieur le débarquer. Après l'éviction de son prédécesseur il y a seulement quelques semaines, la manœuvre serait du plus mauvais effet et montrerait l'incapacité gouvernementale à s'entourer de personnes compétentes. Et puisqu'il s'agit d'incompétence en matière de ressources humaines, le 1er mai 2019 sera aussi le premier anniversaire du début de l'affaire Benalla, ce proche du président qui s'était illustré par des actes de violence, une violence qui s'était portée contre des éléments isolés et pas franchement dangereux. Regardez bien sa tête! Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre! Regardez bien, il a tabassé par terre! Pour ce 1er mai, 3 forces de contestation seront à observer. Tout d'abord les Gilets jaunes. Leur présence ne fait pas de doute, mais difficile de savoir dans quelle proportion ils garniront les cortèges. Ensuite, les syndicats. Le 1er mai en France, c'est un peu leur fête d'école de fin d'année. Complètement démobilisés depuis le quinquennat socialiste de François Hollande, ils n'ont pas su se refaire la cerise avec la présidence Macron, ce dernier ayant habilement su se mettre la CFDT dans la poche à la faveur de son réseau, accentuant un peu plus la division syndicale entre centrales de collaboration et centrales de contestation comme la CGT, qui souffre de ses cadres corrompus et de son incapacité à rassembler. La CGT manifestera dans la capitale avec une partie de Force ouvrière, la FSU ou encore l'UNEF et veillera à éviter de se faire déborder par les Black Blocs. Le secrétaire général de FO a choisi pour sa part de mener une partie de ses troupes à Marseille, probablement pour éviter le chaos parisien. La CFDT, elle, ne participe pas officiellement à ces cortèges. Troisième force en présence, et pas des moindres, les Black Blocs. Plus qu'une organisation structurée, ils constituent un mode opératoire de l'extrême gauche, anarchiste, antifasciste et libertaire, notamment avec pour moyen d'expression principal la violence contre les personnes, les commerces et le mobilier urbain. Pour le 1er mai 2018, ces groupes s'étaient largement illustrés, brûlant notamment une enseigne de restauration rapide. Voilà, un petit aperçu de ce à quoi pourrait ressembler Paris demain, d'autant plus que sur les réseaux sociaux, les appels à faire de Paris la capitale de l'émeute sont légion, une tâche pour laquelle l'extrême gauche française devrait se voir renforcée par des groupuscules analogues d'autres pays européens, allemands notamment, mais aussi
italiens et espagnols. Les Black Blocs, selon leur habitude, devraient s'intégrer aux cortèges syndicaux et profiter du nombre pour lancer des offensives. Le parcours de la CGT passera d'ailleurs devant le restaurant La Rotonde où Emmanuel Macron avait fêté sa victoire, une adresse qui pourrait faire les frais de ses activistes. Le cortège s'approchera aussi de la place de la Contrescarpe où Alexandre Benalla avait agressé des manifestants, un lieu où les Gilets jaunes entendent marquer le coup, mais où ils pourraient cependant être dépassés par les Black Blocs. Des affrontements entre services d'ordre syndicaux, Black Blocs et Gilets jaunes ne sont d'ailleurs pas à écarter tant les partis en présence reflètent des expressions idéologiques et de méthodes différentes. Vous l'aurez compris, le 1er mai 2019 s'annonce comme une journée de chaos face auquel le gouvernement montrera une nouvelle fois son incompétence, un chaos qui sera à la fois jaune, rouge et noir, autant de couleurs symbolisant la diversité des oppositions qui font face au président Macron et à ses équipes. Le chef de l'État islamique, toujours vivant, annoncé mort à plusieurs reprises, Aboubacar al-Baghdadi, est apparu pour la première fois en 5 ans dans une nouvelle vidéo de propagande. Un retour pour donner un second souffle au groupe terroriste à l'agonie. Thibaut Bastide. 5 ans après, Aboubacar al-Baghdadi sort de son trou. Alors que sa dernière apparition remontait à 2014, le chef du califat djihadiste autoproclamé est revenu sur le devant de la scène lundi dans une vidéo de propagande diffusée par l'État islamique. Un enregistrement de 18 minutes dans lequel Aboubacar al-Baghdadi affirme notamment que les attentats terroristes qui ont fait plus de 250 morts au Sri Lanka intervenaient en représailles à la perte de la ville de Baghouz en Syrie, reprise aux islamistes fin mars. Si la date à laquelle le document a été réalisé n'est pas connue, ces affirmations prouvent néanmoins que le chef autoproclamé de l'État islamique est bel et bien vivant. Je pense que c'est la preuve qu'il est en vie, d'autant que les Américains ont confirmé l'exactitude de cette vidéo. Bon, bien sûr, il peut toujours avoir des montages, mais enfin, ça serait vraiment extrêmement compliqué à faire. Et la vidéo a dû être tournée, après analyse, entre le 9 avril et le 21 avril. Par contre, l'audio qui fait référence donc aux attentats de 21 avril a dû être ajouté ensuite, justement pour mettre un petit peu ce document au goût du jour. Il faut dire que les spéculations allaient bon train quant aux preuves de vie d'Aboubacar al-Baghdadi, dont la mort a été annoncée à plusieurs reprises. D'ailleurs, il s'agit de la première vidéo mettant en scène al-Baghdadi depuis celle diffusée en juillet 2014, lorsque ce dernier proclamait la création du califat dans la grande mosquée de la ville irakienne de Mossoul, choisie à l'époque comme capitale de Daesh, et où il appelait tous les musulmans à lui obéir. Depuis lors, il n'avait pris la parole qu'au travers d'enregistrements sonores, comme en août dernier, lorsqu'il appelait ses partisans à tenir bon et féliciter les auteurs d'attentats en Europe et au Canada. Ainsi, le retour d'Aboubacar al-Baghdadi revêt un caractère très symbolique au moment où le territoire de l'État islamique a été réduit à néant en Syrie. D'ailleurs, c'est tout le sens de ce nouveau message diffusé. La mise en scène est étudiée pour réaffirmer son rôle central et actif à la tête du groupe terroriste et redonner confiance en l'organisation après les échecs et la chute du califat. Ce message est destiné d'abord aux activistes pour leur dire la guerre continue et deuxième élément qui est important, il dit bien que la guerre va être longue, c'est une guerre qui va se passer dans la durée. Donc ça c'est un élément extrêmement important à prendre en compte. Il l'avait déjà un petit peu relancé avec l'opération Vengeance pour le Cham, c'est-à-dire qu'au début avril, suite à la chute de Baghouz, il avait demandé à tous les activistes de par le monde de passer à l'action là où ils le pouvaient. Donc il a même dans la vidéo justement il se félicitait de 96 actions. Alors on ne sait pas si c'est tout à fait le bon chiffre, mais enfin lui se félicitait de 96 actions menées de par le monde dans 8 pays différents, dont une en Libye. Celle-là elle est tout à fait vérifiée. Donc voilà, cet appel de relance de la guerre sainte qui est menée à l'étranger. Le message est donc on ne peut plus clair, Daesh est toujours là, al-Baghdadi en tient toujours les commandes avec une promesse, revenir plus fort et venger les combattants du djihad à travers le monde. Cependant, l'apparition d'Aboubacar al-Baghdadi pourrait également constituer un aveu de faiblesse de la part de l'État islamique. En effet, en apparaissant physiquement, le chef autoproclamé prend le risque de livrer possiblement des indices sur sa localisation, preuve que l'État islamique doit obligatoirement jouer du culte de la personnalité du chef pour tenter de recréer un engouement.
Rapide, écolo et pas cher, les promesses des trottinettes ne manquent pas. Alors que ces engins ont envahi les grandes villes en à peine plus d'un an, elles ont su séduire de plus en plus de monde. Faut-il se ruer sur ce nouveau mode de déplacement? Pas si sûr. Lime, Dot, Bird, Bolt et bien d'autres encore, les trottinettes fleurissent partout dans les métropoles. Elles seraient déjà entre 10 et 15 000 dans la capitale. Le principe, une flotte de petits trous disponibles après quelques manipulations. Il suffit d'un téléphone connecté et d'un compte en banque. Tous géolocalisés, les petits engins électriques apparaissent sur un plan. Une fois la trottinette trouvée, il suffit de photographier un genre de code-barre et c'est parti. Quand la course est terminée, pas de casse-tête pour stationner, on abandonne son éphémère partenaire sur le trottoir pour le prochain utilisateur. L'usage est donc déconcertant de facilité. Et c'est peut-être l'un des problèmes majeurs. En effet, tout le monde se rue sur ces bolides pourtant dangereux. D'une stabilité discutable, les trottinettes en libre service atteignent sans mal les 25 km/h. De quoi faire de beaux vols planés. À plus forte raison que beaucoup d'utilisateurs roulent sur les trottoirs au milieu des piétons, au mépris d'un code de la route qui implique une utilisation comme un vélo sur la chaussée. Entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018, on recensait pas moins de 250 blessures chez les utilisateurs de trottinettes, 50 de plus qu'avec les vélos. À préciser, 5% des victimes n'étaient pas les utilisateurs eux-mêmes, mais des piétons percutés. Parmi les utilisateurs, certains prennent aussi des risques en slalomant entre les voitures avec des engins totalement dépourvus de clignotants. Si les accidents graves sont heureusement rares, les fractures s'enchaînent et les chocs à la tête sont légion, environ 40% des blessés. En effet, rares sont les utilisateurs qui se munissent d'un casque et ce, malgré l'obligation dans certaines villes. Depuis 2017, on compte tout de même 4 décès qui impliquent une trottinette. Paul White, le directeur de la communication de Bird, un des acteurs du secteur, explique pourtant qu'il est plus dangereux de conduire une voiture qu'une trottinette, tout en mettant en avant le côté écologique de ce moyen de transport électrique. Pourtant, la mairie de Paris est tombée des nues la semaine dernière quand elle a découvert que les 2 petits trous étaient rechargés grâce à des générateurs essence. Pas si écolo finalement. Le prix n'est pas non plus anodin, un trajet de quelques kilomètres vous emmènera rapidement à 5 €, 2 fois plus que le métro, et les risques en plus. Et à présent, c'est le moment de passer à l'actualité en bref avec Floriane Janin. Nouvelle démission dans le gouvernement Trump. Cette fois-ci, c'est le numéro 2 de la justice, Rod Rosenstein, qui a été congédié après avoir exercé sous 5 présidents. Ce haut fonctionnaire en charge dans l'affaire de la pseudo-ingérence de la Russie avait à l'époque tenté de destituer Trump à l'aide du FBI. Une démission discrète et sur le tard donc, sans doute, pour étouffer l'affaire. Dans sa lettre de démission, il estime toutefois que son travail a été accompli et déclare que les citoyens sont mieux informés des efforts secrets de puissances étrangères pour influencer nos élections, à croire qu'il n'a pas bien lu le rapport. Auchan ne va pas hyper bien. Alors que l'enseigne a perdu 1,3% de ses revenus en un an, le plan de redressement ne s'est pas fait attendre. 21 sites en France vont être fermés. Près de 730 salariés sont donc menacés par cette décision. Rappelons qu'Auchan et le groupe Muliez ont perçu 500 millions d'euros sur les 6 dernières années au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. 8 mois de prison avec sursis pour un gilet jaune. L'homme était jugé pour avoir appelé au suicide des policiers lors d'une manifestation. Cuisinier de 49 ans, actuellement au chômage, l'individu devra aussi verser 500 € à chacun des policiers ayant porté plainte pour préjudice moral. L'homme devra également s'acquitter de 280 heures de travaux d'intérêt général et trouver un nouveau travail. Les Chinois inquiets pour la restauration de Notre-Dame, alors qu'Emmanuel Macron n'a de cesse de plaider pour une reconstruction éclair en 5 ans pour les Jeux Olympiques de Paris. Des internautes d'origine mandarine ont lancé un appel. Ils plaident pour une reconstruction à l'identique. Moi qui viens ici, c'est pour voir le Notre-Dame Paris il y a 800 ans, mais pas comme un architecte contemporain. Si on veut voir un architecte contemporain, en Chine, on n'a pas besoin de venir en France. Vous avez lancé un concours pour restaurer le Notre-Dame Paris. Ça, je ne comprends pas. Parce qu'en France,
vous avez le mieux architecte pour les patrimoines. Pourquoi vous voulez chercher les architectes d'autres pays pour restaurer Notre-Dame-Paris, pour une flèche contemporaine? Ça, c'est ce que je ne comprends pas. Je pense que ça, c'est pas les visiteurs ont envie de voir à Paris. Les Chinois ne sont pas les seuls à vouloir revoir Notre-Dame comme elle l'était. 54% des Français ont le même souhait. 25% seraient toutefois favorables à un geste architectural. Après Nelson, le vautour accusé d'espionnage au Yémen, le beluga agent secret d'Oslo. Des pêcheurs ont en effet trouvé une baleine dans les eaux territoriales norvégiennes. Jusque-là, rien d'anormal. Mais le cétacé semblait particulièrement proche des humains. Plus étonnant encore, l'animal présentait un genre de harnais que les pêcheurs ont ouvert. À l'intérieur, on lisait « Équipement de Saint-Pétersbourg ». De quoi éveiller les soupçons de la Norvège, à plus forte raison que les Russes avaient dressé des dauphins dans les années 80 à des fins militaires. La Cour européenne des droits de l'homme veut la mort de Vincent Lambert. Ce mardi, la CEDH a rejeté la requête des parents de Vincent Lambert contre l'arrêt du Conseil d'État validant la semaine dernière la décision d'arrêter les soins de leur fils. La Cour a refusé les demandes de mesures provisoires qui lui ont été présentées, à savoir de suspendre l'exécution de l'arrêt du Conseil d'État du 24 avril 2019 et prononcer une interdiction de sortie du territoire de Vincent Lambert. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour, Romain Guérin vient nous présenter son très bel ouvrage, le journal d'Anne-France. En fait, Anne-France, c'est vraiment la France. Donc il faut vraiment le voir comme ça, parce qu'après toute son histoire, c'est-à-dire qu'elle est un enfant, ou qu'elle ait un certain caractère, ou qu'elle vive certaines choses, en fait, c'est la France qui vit à travers elle. C'est même pas un symbole, c'est vraiment la France, c'est le corps et l'esprit de la France. Alors, dans sa soupente, cette France, cette Anne-France, on découvre, à côté de ce cadavre, des cahiers, ça nous en verrons l'importance, mais aussi 2 livres essentiels à ses yeux, les évangiles usagés et une anthologie de la poésie française. Alors, prenons pour l'instant le Nouveau Testament. Ce qui définit Mademoiselle Razavette, ou plutôt son histoire, c'est celle d'une femme qui est catholique et française, passée sous le rouleau compresseur du silence. Et ce soir, découvrez également un nouvel épisode de La Petite Histoire. Christopher Lann revient sur la colonisation. Parmi toutes les idées reçues qui circulent sur l'histoire de France, et croyez-moi, il y en a un paquet, il y en a une qui est particulièrement tenace et qui consiste non seulement à culpabiliser la France sur son passé colonial, mais surtout à affirmer que la France a pillé ses colonies. Et du coup, c'est forcément pour ça que l'Afrique est en retard, c'est parce que les vilains Européens leur ont tout volé. Enfin, ça, c'est ce qu'on nous dit. Oui, parce que comme souvent, c'est bien gentil, ça part d'un bon sentiment, mais c'est tout. Et surtout parce que c'est faux, et c'est même tout le contraire, et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Et puis retrouvez également Passé Présent, Philippe Conrad et Anne Sicard retracent la vie du conquérant espagnol Hernán Cortés et Anne-Marie Louise d'Orléans, dite la Grande Demoiselle. André Possokov revient ensuite sur l'émission historique 1940, Les secrets de l'armistice. Et puis tout de suite, La France de Campagnol de Christian Combaz. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Demain, mercredi 1er mai, pas de journal exceptionnellement, mais vous retrouverez votre Zoom avec Philippe Ménard et Jean Viançon-Ponté, la nouvelle direction du mensuel Politique Magazine, et également Perles de Culture avec Anne Brassier. Merci pour votre fidélité. À jeudi. Bonsoir. Je voudrais partager avec vous une tranche de vie qui m'a été rapportée. J'étais pas là, mais c'est de la première main. Et j'ai toute confiance en ce que m'a dit Roger. Vous savez, c'est ce vieux célibataire qui vit avec sa sœur et qui mesure 2 mètres dont je vous ai déjà parlé. Lui, il était là.
En outre, je connaissais assez bien le principal intéressé de cette histoire, le voisin de ce Roger, qui est éleveur comme lui et qui se nomme Augustin, et qui est le héros de la scène de film que je vais vous raconter. Cet Augustin a une fille, Marlène, qui est étudiante en médecine à Toulouse, et c'est pas n'importe quelle fille, d'ailleurs, rien que d'après le prénom, on s'en doute, il y avait une intention là derrière. Parce que de nos jours, naître dans un milieu agricole et résister à tout, les séries télé, les sorties, les week-ends pour devenir interne en médecine quand même, c'était pas gagné d'avance, surtout dans la génération de l'école au rabais, quand on n'a pas les moyens d'aller dans le privé. Mais la région de Campagnole est connue pour compter plusieurs établissements où les enfants de milieux modestes réussissent parce que la 4G passe pas. La télé non plus, et que, comme radio, il n'y a que France Culture. Mais cette fille unique n'avait pas non plus n'importe qui comme mère, et c'est là que se situe le problème et l'origine de la scène à laquelle a assisté Roger, le voisin de la famille, c'est que la mère, qui s'appelait Antoinette, était une véritable emmerdeuse de la vie générale, et aussi, il faut bien le dire, de la vie particulière de son mari, qui a compris à qui il avait affaire, mais un peu tard, autour de 35 ans. En plus, il n'est pas impossible qu'il ait été un peu masochiste, ça arrive. En tout cas, cette femme qui est morte il y a 2 ans aura humilié ce pauvre Augustin toute sa vie. Il y a des femmes dont c'est la nature, qui traitent leur mari de bougre d'âne, qui lui font payer on ne sait quoi d'ailleurs, ou plutôt aussi, on le devine, elles se vengent d'avoir eu des possibilités qui n'ont pas été exploitées, elles adoraient leur père. Elles comparent sans arrêt leur père à leur mari. Dans le cas de cette Antoinette, c'était absolument permanent. Et le discours habituel, c'était « Heureusement que Marlène tient de moi et de mon père qui était un as en mathématiques, parce que toi, etc. » Donc pendant toute la jeunesse de cette fameuse Marlène, et là j'en ai été le témoin directement, le père s'est écrasé, comme on dit, en présence de ces 2 femmes qui ont rejoué le sketch habituel de toutes les publicités modernes. Vous savez, le pauvre Augustin était toujours le crétin qui comprenait rien, et mère et fille faisaient des allusions à tout un monde télévisuel, à des acteurs américains, elles avaient tout vu, il y avait entre elles une sorte d'osmose dans le mépris des mâles, et la seule fois où elles sont parties en vacances ensemble pour fêter la réussite de Marlène à la première année de médecine, c'était pour aller à New York. Ajoutez à ça que Marlène, malgré son visage assez mignon, était très masculine dans ses manières, comme sa mère. Son comportement était pratiquement macho, dans le genre « celui-là, il va pas continuer à me chier dans les bottes, etc. » Oui, elle parlait comme ça tout le temps, elle disait « putain, bordel » toutes les 2 phrases, mais il paraît que c'est normal désormais chez les étudiantes en médecine. Et j'en arrive donc à la scène dont j'ai parlé au début. Le père avait un cancer, il le savait depuis 1 mois, et sa fille l'avait appris 1 semaine avant. Ce qui s'est passé, c'est que sous l'œil stupéfait du voisin, Roger, qui ne savait plus où se mettre, Augustin a retrouvé d'un coup sa dignité perdue depuis 30 ans face à sa fille étudiante en médecine. Il lui a dit calmement, là je vous le refais comme on me l'a raconté, « T'es bien gentil, mais tu n'auras pas ta victoire finale sur ton père. Je sais exactement ce que j'ai, ce qu'il faut faire, comment ça va finir. Ne va pas faire ta frimeuse en me voyant maigrir sur un lit d'hôpital à Toulouse. Non, je reste ici, désolé, et je vous dis merde à tous. À la fin, je demanderai de la morphine au médecin local. Tu peux remballer tes arguments. Tu m'as toujours considéré comme un pauvre type avec ta mère. Même quand elle était malade, vous me regardiez comme si c'était ma faute. Alors je crois que c'est le moment de te donner une bonne leçon, ma chérie. Sache que si tu avais été plus gentil, j'aurais été fier d'être soigné par toi. Mais là, j'ai une chance de te faire réfléchir en te privant du plaisir de me traiter une dernière fois comme une merde à qui on ne demande jamais son avis. Oui, oui, tu as très bien entendu. Oui, oui, j'ai songé à l'exploitation. Tu te débrouilleras pour liquider le troupeau avec Étienne. Étienne, c'était son neveu. C'est pas mon problème, c'est plus mon problème. Non, reste, Roger, a-t-il dit. Je te dis, je t'ai fait venir exprès parce que si je perds la tête, tu diras que je veux pas aller à Toulouse. D'ailleurs, tu vas me filmer là, avec ton téléphone. Oui, filme-moi, je refuse tout acharnement, tout transport. Je veux de la morphine dans mon lit et pas d'emmerdeur à la fin. Et d'après Roger, non seulement il a été filmé en train de dire tout ça, mais il a conclu en disant à sa fille « C'est pas moi qui ai le cœur sec, c'est toi. Enfin, c'est ce qu'on verra le jour où je disparaîtrai. Mais le seul moyen de te rendre un peu d'humanité, c'était ça. Et c'est bien dommage. » Roger me dit que tout s'est passé exactement comme ça. Et qu'à la fin, elle disait « Roger, arrête de filmer, putain !» Mais elle n'a pas pleuré. La suite, hélas, au prochain numéro, dans 2 ou 3 mois, quand cette affaire sera terminée. Abonnez-vous, merci.